Salut, je vous ai proposé le week-end dernier quelques phrases à traduire pour voir un petit peu votre niveau. Et j'ai déjà repéré pas mal de petites choses. Et parmi les messages qui m'ont été envoyés, parmi les réponses qui m'ont été fournies, plusieurs erreurs et plusieurs remarques que je tiens à faire. Alors dans cette vidéo, je vais dans un premier temps vous proposer des choses très générales. Et dans un deuxième temps, on va revoir les phrases une par une et je vais vous expliquer ce que j'attendais de vous. Alors, d'abord, notre rôle de professeur. Notre rôle, ce n'est pas seulement de savoir parler français. Ce n'est pas seulement de savoir prononcer parfaitement le français. C'est évidemment indispensable, mais ce n'est pas la seule chose que vous devez être capable de faire. Que l'on attend, ou moi ce que j'attends de vous, c'est que vous soyez capable à tout moment d'expliquer d'une manière pédagogique, d'une manière ludique à vos élèves une règle de grammaire. D'expliquer pourquoi en français c'est comme ça, alors qu'en espagnol c'est autrement. Donc c'est ce que l'on appelle la grammaire contrastive. J'entends très souvent des professeurs, et donc parmi vous, j'en ai entendu encore cette semaine, des professeurs, des candidats, qui me disent « Mais Bruno, c'est évident, c'est comme ça. Moi, je sais, je fais ça naturellement. Mais ce n'est pas ce que j'attends de vous. Je n'attends pas de vous que vous me disiez « C'est naturel, c'est comme ça, et puis un point, c'est tout. » Mais non, c'est pas comme ça. Oui, c'est comme ça, mais il faut que vous soyez capable de l'expliquer, et de l'expliquer pour vos élèves. Vos élèves, pour eux, ce n'est absolument pas naturel. Il faut que vous leur expliquiez quel est le cheminement intellectuel qui va permettre de dire en espagnol, on utilise tel mot, ou telle expression, ou tel temps, mais en français, on n'utilise pas la même chose. En espagnol, on met les mots dans cet ordre-là, mais en français, ça ne marche pas. Il faut que, à tout moment, vous soyez capable de leur expliquer avec leurs propres mots. Et quand je vous demande de faire de la pédagogie dans vos explications, c'est ça que j'attends de vous en fait. Que vous m'expliquiez comme si j'étais un enfant ou un ado de 14-15 ans, ou de 12 ans, ou de 17 ans, que vous m'expliquiez, Bruno, tu vois, en espagnol c'est comme ça, mais en français c'est différent et on fait comme ça. Donc voilà ce que moi j'attends de vous sur les phrases que je vous ai données ce week-end, mais également sur beaucoup d'exercices que je vais vous fournir au cours de l'année, parce que ça va vous apprendre, vous, à être plus pédagogue, et ça va surtout vous apprendre à maîtriser la grammaire, et à ne pas vous tromper la prochaine fois. Donc vous allez en plus apprendre pour vous-même. Parce que quand on connaît une règle, quand on est capable de l'expliquer, on ne l'oublie pas. Et ça, c'est extrêmement important. Je n'ai pas envie, dans 3 mois, 6 mois, 9 mois, de retrouver les mêmes erreurs dans vos copies. Donc, il faut absolument que vous appreniez à être pédagogue et à expliquer d'une manière ludique les règles de grammaire. Donc, comment le faire? D'abord en m'envoyant les exercices que je vous propose, mais surtout en vous entraînant. Entraînez-vous devant une glace, devant une caméra, devant votre smartphone. Enregistrez-vous et regardez-vous après. Et dites-vous, mettez-vous à la place de l'élève, est-ce que l'élève comprend ce que je viens de lui dire? Est-ce que l'élève sera capable de comprendre ce que je viens de lui expliquer? C'est extrêmement important que vous soyez capable de faire ça. Autre chose, faites ce que l'on appelle des fiches personnalisées. Vous avez tous des points forts, vous avez tous des points faibles, vous avez tous des difficultés dans un point ou un autre de la langue française. Ça peut être la prononciation, ça peut être la conjugaison, ça peut être la grammaire, ça peut être la syntaxe, ça peut être beaucoup de choses. Faites des fiches personnalisées par rapport à ce que vous attendez de la langue, par rapport à vos points faibles. Vous savez que, par exemple, la place de l'adverbe dans la phrase, vous avez du mal, faites-vous une fiche personnalisée sur la place de l'adverbe dans la... Et entraînez-vous à l'expliquer à vos élèves. Devant la caméra, là encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, dites à vos élèves, allez,
il y a 3 solutions, etc., etc. La première, c'est de le mettre là. La deuxième, c'est de le mettre là. Et la troisième, c'est de le mettre là. Et dans chaque cas, vous devez être capable de l'expliquer. J'ai, pas cette année encore, parce qu'on ne l'a pas encore vu, mais j'ai l'année dernière une candidate qui m'a demandé, Bruno, je connais parfaitement la conjugaison des verbes du deuxième groupe au présent, donc les verbes en hier, comme réussir, finir, etc. Mais je ne suis pas capable de l'expliquer à mes élèves. Bah, c'est là qu'on voit qu'il faut que vous vous entraîniez. C'est pas le tout de savoir le faire, il faut être capable de l'expliquer. Donc c'est surtout là-dessus que je veux insister cette année. Le plus gros danger, si vous ne savez pas faire ça, et si vous ne maîtrisez pas parfaitement la grammaire, c'est de vous retrouver face à un élève qui en saura plus que vous. Ça peut arriver. Ça peut arriver d'avoir un enfant immigré du Maghreb, d'Afrique centrale, d'Afrique du Sud, ou même de France, et qui maîtrise parfaitement la langue française, et qui va se rendre compte de vos erreurs, de vos doutes, et qui forcément va en parler aux autres élèves. Et vous allez perdre de votre autorité, vous allez perdre de votre légitimité face aux élèves. Et dans ces cas-là, vous perdez énormément, parce que vous perdez le pouvoir. Parce que vous devez avoir ce pouvoir face à ces élèves, ce pouvoir d'autorité, ce pouvoir de connaissance. Donc, travaillez bien là-dessus. J'estime que c'est pour tout votre avenir dans l'enseignement, c'est quelque chose d'extrêmement important d'avoir cette légitimité. Alors, maintenant, j'en ai fini avec cette première partie. Nous allons voir chacune des phrases que je vous ai proposées. Et je vais vous expliquer chacun des points de grammaire qui devaient être expliqués. Je finis mes phrases quand même. Je ne vais pas vous l'expliquer dans tous les détails parce que nous reverrons chacune de ces règles au cours de l'année. Mais je veux vous rappeler quelles étaient les difficultés. No creo que este niño sepa leer todavía. Nous avions no creo que, je ne crois pas que. Première chose, nous avions subjonctif derrière. Il ne fallait pas mettre de l'indicatif. En français, comme en espagnol, je crois que plus indicatif, je ne crois pas que plus subjonctif. Donc il fallait d'abord maîtriser cette première règle. Donc croire que indicatif, ne pas croire que subjonctif. Nous avions également la place de l'adverbe dans la phrase, todavía. En français, 3 solutions. Quand nous avons un temps simple, l'adverbe va après le verbe. Je mange souvent. Quand nous avons un temps composé, l'adverbe se place entre l'auxiliaire et le participe passé. J'ai toujours mangé. Quand nous avons 2 verbes dans la phrase, le premier est conjugué, le deuxième à l'infinitif, l'adverbe se place entre les deux. Je veux toujours manger. Nous n'avons que ces 3 solutions-là. Il y a des cas exceptionnels quand les adverbes sont très très longs, où on peut les placer à la fin de la phrase ou au début antéposés avec une virgule. Mais c'est assez rare. C'est quand ce sont des adverbes qui sont en ment, qui ont 4-5 syllabes. Dans ces cas-là, on peut les mettre ou au début ou à la fin de la phrase, mais au début, il faudra qu'ils soient antéposés, ne pas oublier la virgule. Donc voilà les règles qu'il fallait connaître pour cette phrase-là. Il y avait également la différence, oui, il y a eu une autre erreur qui a été commise, entre encore et déjà. C'est une question qui m'a été posée. Si je dis « je ne crois pas que cet enfant sache déjà lire » ou « je ne crois pas que cet enfant sache encore lire », le sens de la phrase n'est pas du tout le même. Déjà, c'est que je suis étonné à son âge qu'il sache lire, donc il est encore jeune et c'est pas normal s'il sait déjà lire, ou qu'il sache encore lire, c'est qu'avant il savait lire, mais je ne crois pas qu'il sache encore le faire, que maintenant il a peut-être perdu ce don de la lecture. Donc le sens
n'était pas le même. Il y avait un quatrième point sur lequel je n'ai pas insisté ici, c'était este niño. Niño, on dit un enfant. Ça commence par une voyelle. Donc cet enfant, C-E-T pour l'adjectif démonstratif quand le mot masculin commence par une voyelle. Donc voilà les points de grammaire qui concernaient cette règle-là. Et les exemples que je vous ai donnés, les démonstrations pédagogiques que j'ai faites, vous devez être vous aussi capable de les faire devant un élève. Es el hombre más rico de la ciudad. Premier problème, ce n'était pas une mise en relief. Certains d'entre vous ont vu une mise en relief dans cette phrase-là. Une mise en relief, il y a toujours deux verbes. Es en España donde iremos. Es iremos. Il y a toujours deux phrases. Bon, la phrase que j'ai dite n'était pas correcte. Será en España donde iremos. Mais il y a toujours deux verbes conjugués dans une mise en relief. Ici, il n'y avait qu'un seul verbe, es. Donc ce n'était absolument pas une mise en relief. Donc ça, ce sont les premières erreurs qui a été commises. Le superlatif, il fallait être capable d'expliquer qu'en espagnol, on met el hombre et directement más rico, mais en français, il faut ajouter, répéter l'article que l'on a mis au début, el hombre, el más rico, si on fait de la traduction littérale. Donc il faut être capable d'expliquer ça aux enfants. Ensuite, j'ai eu des erreurs également sur le il est, c'est. Je vous donnerai un cours spécifique là-dessus, mais sachez que quand il y a un article, il n'est pas possible de dire il est. Il est l'homme, c'est pas correct en français. On peut dire que c'est l'homme. Si vous dites il est, vous ne devez pas mettre d'article. C'est ce qu'on appelle l'attribut. Il est pharmacien, il est médecin, il est allemand, il est espagnol, etc. Dans ces cas-là, on ne met pas d'article. Mais si vous mettez un article, vous êtes obligé de mettre c'est. Donc voilà les règles qu'il fallait connaître. Troisième phrase. Así será como tendrás que hacerlo. Là, nous avions une mise en relief. Et attention, en français, ici vous avez sera, tendrás. Nous avons bien deux verbes qui sont tous les deux au futur. Mais attention, en français, dans une mise en relief, le premier verbe est toujours au présent. C'est, C'-EST. Et ensuite, on ne répète jamais deux fois le complément. Ici, nous avons deux fois répété le complément de manière. Así como. Deux fois, nous avons une référence au complément de manière. En français, c'est impossible. On ne le fait qu'une seule fois. Donc, c'est comme ça ou ainsi. Donc là, ainsi, c'est bien le complément de manière. On ne le répète pas une deuxième fois en disant comment. On dit que. C'est ainsi que tu devras le faire. Hacerlo, nous avions, attention, les pronoms viennent devant le verbe infinitif en français et pas derrière comme en espagnol. Et voilà. He venido a pesar mío. Ici, il n'y avait pas particulièrement de difficulté. Nous avions l'auxiliaire être avec le verbe venir. Attention, ne pas mettre j'ai venu, mais je suis venu. A pesar mío, c'était une traduction pas littérale, mais une traduction qu'il faut connaître par cœur. C'est malgré moi. Il y a eu d'autres traductions qui m'ont été proposées qui étaient valables également, que j'ai acceptées. Las cosas no son tan sencillas como lo parecen. Ici, j'ai eu beaucoup d'erreurs. Parce que vous avez confondu l'intensité et la comparaison. Attention, en espagnol, déjà, il faut être capable de repérer la différence en espagnol. Tan como, c'est une comparaison. Tan que, c'est une intensité. Ici, nous avions une comparaison. Tan como. La comparaison, c'est aussi que.
L'intensité, c'est si que. Je vais vous donner deux exemples. Je suis aussi grand que mon frère. Aussi que. Comparaison. C'est-à-dire j'ai la même taille que mon frère. Je suis si fatigué que je ne peux pas me lever. Là, c'est l'intensité. Je suis tellement fatigué que je ne peux pas me lever. Il n'y a aucune comparaison dans cette phrase-là. Attention, comparaison aussi que, intensité si que, avec un adjectif, comme c'est le cas ici. Quand c'est un nom, ça va être autant de que, pour la comparaison, aussi que pour l'intensité. Donc attention à ça, nous reviendrons sur ces points de grammaire. Donc voilà, faire la différence entre l'intensité et la comparaison. La comparaison en français, donc je vous l'ai dit, c'est aussi que, avec un adjectif, autant de que, avec un nom. Le ne explétif. Beaucoup ont fait l'erreur et m'ont dit les choses ne sont pas aussi simples qu'elles ne le paraissent. Attention, le ne explétif dans la comparaison n'est utilisé que quand il y a supériorité ou infériorité. Donc avec plus que ou moins que. Avec aussi, il n'y a pas de ne explétif. C'est seulement avec supériorité ou infériorité. Dígaselo usted enseguida. Donc là, la difficulté, c'était la place des pronoms avec l'impératif. Donc dites-le lui. On met le complément d'objet direct avant le complément d'objet indirect. Il faut être capable d'expliquer à vos élèves l'ordre des pronoms quand il y a plusieurs pronoms qui se suivent. Nous referons un cours spécifique là-dessus également. Donc la place des pronoms. Et les expressions aussi, il y a eu des erreurs sur les expressions de temps. Il ne faut pas confondre enseguida et pronto, par exemple. Enseguida, c'est tout de suite, immédiatement. Pronto, c'est bientôt. Donc attention à ne pas... Lo peor es que se defiende. Alors, ici, il y avait un petit piège parce que peor peut être un nom, peut être un substantif. Donc, vous pouviez dire le pire. C'est un petit peu lourd en français. Donc, on ajoutera, comme on le ferait avec un adjectif, un nom. Parce qu'un adjectif ne peut pas être substantif en français, contrairement à l'espagnol. Un espagnol va dire lo importante es que vayamos, par exemple. Lo importante. On ne peut pas dire l'important. En français, c'est pas français, c'est pas correct. On va dire la chose importante ou le plus ce qui est important ou la chose importante, etc. Donc on va rajouter ou une relative ou un nom, un substantif. Ici, vous pouviez utiliser le pire, parce que pire peut être non, même si c'est un peu lourd syntaxiquement. Donc vous pouviez dire le pire est qu'il se défend, ou la pire des choses, ou la chose la pire, même si c'est un peu lourd là aussi. Ce qui est le pire, c'est que vous pouviez utiliser plusieurs solutions. Donc là, j'ai précisé donc que le mot pire peut être également substantif. Ha apostado 500 euros. Ici, en dehors de la conjugaison du verbe parier, qui est un verbe du premier groupe, donc c'était parier, pas pari. 500 euros, ici nous avions l'orthographe du mot 100. D'accord? Le mot 100, il fallait être capable d'expliquer que 100 s'accorde quand il est la différence entre le numéral et l'ordinal, il fallait être capable d'expliquer ça. Et il fallait également être capable d'expliquer que 100 se met au pluriel quand il n'y a pas de chiffre derrière. Donc 500 euros, on va mettre un S à 100. 520 euros, on ne va pas mettre de S à 100. Donc ça, il fallait être capable de l'expliquer et de l'expliquer à vos élèves. Donc l'orthographe de... No te muevas así. Attention, l'espagnol, l'impératif négatif utilise le subjonctif, conjugue le verbe au subjonctif. En français, on conjugue le verbe au présent de l'indicatif. Attention à ça, c'est différent de l'espagnol. Donc ne bouge pas comme ça ou ainsi.
Cuando llegue él, nos marcharemos. Alors ça, c'est une règle que vous devriez normalement tous connaître. Lorsque la principale est au futur, marcharemos. La subordonnée de temps est au subjonctif en espagnol, mais doit être conjuguée au futur en français. C'est une question, alors je vais essayer de vous expliquer rapidement, nous reviendrons là-dessus. C'est une question un petit peu de logique qui n'est pas du tout la même d'une langue à l'autre. L'espagnol, lui, il pense, il doute. Nous ne savons pas quand est-ce qu'il va arriver. Donc, comme nous doutons du moment où il va venir, nous le mettons au subjonctif. Doute, subjonctif. Cuando llegue él, no sabemos cuándo, nos marcharemos. Le français, lui, il ne réfléchit pas comme ça. Il ne doute pas. Il sait qu'ils vont venir. Et ils vont venir peut-être dans 10 minutes, peut-être dans 1 heure, peut-être dans 2 jours, mais ils vont venir, c'est sûr. Et ils vont venir, mais que ce soit dans 10 minutes ou que ce soit dans 2 heures, ils vont venir dans le futur. C'est-à-dire que si ils ne sont pas là, donc c'est pas le présent, ils ne sont pas arrivés il y a 10 minutes, donc c'est pas le passé, c'est forcément le futur. Dans 30 secondes, c'est le futur, pour un français. Donc, on conjugue au futur. Donc les subordonnées de temps, quand vous parlez du futur, elles sont au futur. Et je vous rappelle que 30 secondes, dans 30 secondes, c'est le futur. Pas de doute possible, futur. Donc réfléchissez comme ça et essayez d'expliquer ça à vos élèves, là encore. Donc voilà, la principale au futur, les subordonnées le sont également. Marcharse. Là, j'ai eu quelques erreurs. Marcharse, c'est synonyme de irse, donc c'est partir ou s'en aller. Attention, le verbe se partir n'existe pas. Ok? Se gana la vida vendiendo acciones. Donc ça, c'est une structure syntaxique qui est fortement utilisée en français, en espagnol, mais qu'il n'est pas possible d'utiliser en français. On ne peut pas faire de la traduction littérale. Se gana la vida. Ganarse la vida, en français, on va dire gagner sa vie, avec un possessif. C'est comme dans les expressions ponte el pantalón. Ponte el pantalón. En français, on ne va pas traduire mets-toi le pantalon. Non, on va dire mets ton pantalon. Donc, quand il y a une logique, une évidence de l'appartenance de l'objet ou de la chose, ou ici la vie, à la personne, c'est sa vie, c'est son pantalon. On utilise toujours le possessif en français et le verbe qui est utilisé à la forme pronominale en espagnol sera utilisé à la forme transitive classique. Donc on ne dit pas se gagner la vie, on dit gagner sa vie. On ne dit pas ponerse el pantalón, on dit mettre son pantalon. Attention, par contre on ne l'utilise pas pour les parties du corps. Lávate los dientes, on va dire lave-toi les dents. Donc là, on le fait comme en espagnol. Donc pour les parties du corps, on n'utilise pas le possessif. On va dire j'ai mal à la tête. On ne va pas dire j'ai mal à ma tête. C'est pas français. Donc attention, mais nous reviendrons là encore sur ces points de grammaire. Vendiendo, c'est de quelle manière il gagne sa vie. Donc c'est une subordonnée de manière. Et on utilise un gérondif en français, c'est-à-dire avec le en gagnant, pas gagnant tout court. C'est en gagnant sa vie. En vendant des actions. Attention au partitif, hein, des actions, il est obligatoire. Se acordaba de esa carretera como si fuese ayer. Alors là, plusieurs erreurs. Les phrases conditionnelles, como si, sont toujours suivies de l'indicatif en français. Nous reviendrons là-dessus, mais ça ne peut être, comme aussi, ça ne peut être que de l'imparfait, ou du plus que parfait. Comme si nous avions, comme s'il était, comme, etc., etc. Toujours de l'imparfait, ou du plus que parfait si on fait de l'antériorité. Pardon. Si sera également suivi de l'indicatif.
si j'avais, s'il faisait beau, si... Toujours de l'indicatif, alors qu'on utilise du subjonctif imparfait en espagnol. Vous devez être capable de l'expliquer. Il y avait un autre piège sur cette phrase-là, c'était acordarse. Attention, il y a deux solutions, c'est se rappeler ou se souvenir de. Attention, se rappeler de n'est pas français. On dit je me rappelle mes vacances. On ne dit pas je me rappelle de mes vacances, c'est pas français. Je me rappelle notre voyage en Italie. Ou je me souviens de notre voyage en Italie. Donc attention, la préposition de accompagne se souvenir, mais n'accompagne pas se rappeler. C'est une erreur très fréquente, même chez les Français, je vous rassure. Tienes que levantarte, que ya es de día. Alors là, il y avait plusieurs pièges. Le que espagnol peut traduire la cause, ce qui n'est pas le cas en français. Ici, tienes que levantarte, le que pourrait être remplacé par porque, ya es de día, ou ya que ya es de día. Mais le que français ne peut pas jouer ce rôle de parce que. On ne peut pas remplacer parce que par que. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Le mot parce que ne peut pas être remplacé par le mot que. Ce n'est pas possible en français. Donc il faut transformer le que et mettre un parce que ou un car, tout simplement. Ou puisque. Donc tu dois te lever. Alors c'était le deuxième piège. Tener que, c'est devoir. Tu dois te lever ou à la forme impersonnelle, il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves car il fait déjà jour. Ou le jour s'est levé. Là, il y avait plusieurs solutions. Mais il fallait mettre car ou parce que ou puisque. Le que n'était pas correct ici. Dernière phrase. Il y a eu plusieurs erreurs sur ce point. Le premier, c'est sur la traduction du verbe irse. Il fallait bien voir que c'était irse et pas ir. Donc, vete, c'est va-t'en ou pars, tout simplement. Attention, le verbe se partir n'existe pas. Donc, pars-toi, ce n'est absolument pas français. Donc, irse, s'en aller, va-t'en ou pars. Attention également à la conjugaison de l'impératif. Va-t'en, il n'y a pas de S à va, puisque c'est de l'impératif. Attention à ça. Y que no te vuelva a ver, c'est une menace. Il fallait conserver cette tournure syntaxique que je ne te revois pas. Donc, volver a, c'est re en français. Volver a trabajar, retravailler. Volver a ver, revoir. Donc, toujours travailler comme ça. Et donc, suivi du subjonctif, attention également à la conjugaison du verbe voir au subjonctif, que je ne te vois pas, que je ne te revois pas, revois, O-I-E et pas O-I-S. C'est du subjonctif. Donc, revoyez bien la conjugaison également. Il n'est pas normal que vous fassiez des erreurs de conjugaison à votre niveau. Voilà, j'en ai fini pour cette petite vidéo. Elle était un petit peu longue, hein, presque une demi-heure. Mais je pense que c'est important de revoir ces points de grammaire. Alors tous ces points de grammaire, nous les reverrons d'une manière plus précise avec beaucoup d'exercices au cours de l'année. Mais dès maintenant, pensez à vous faire des petites fiches sur les erreurs que vous avez commises, sur les points sur lesquels vous doutez encore pour ne pas reproduire ces erreurs dans les prochains exercices. Merci, bonne fin de journée, je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder ça. Au revoir.